Comme on le voyait en Nouvelle-Guinée jusque dans les années 1990, les défrichements en forêt ont été exclusivement faits par abattage à la hache ou à l'herminette de pierre polie pour ouvrir les jardins. Ces outils de cultivateurs en ambiance forestière à régénération rapide étaient produits dans quelques villages spécialisés qui exploitaient la matière première par le feu, le travail de taille et la mise en forme étant confiés à des spécialistes à temps partiel. Mais ces outils avaient une assez faible valeur dans les échanges parce que la matière première avait été simplement récoltée dans les torrents. Bokman ko mata kai da ta su da jan ai winin tudun na pandan kina yi win da be me Ainsi, dans ce contexte du quotidien, la hache et l'herminette ne représentaient qu'un outil pour la reproduction technique de la société. Mais certaines haches de pierre ont été détournées de leur fonction première et investies de nouvelles significations sociales. Seth Doyafo, chef héréditaire d'un village de la côte nord de Nouvelle-Guinée, a étalé devant lui ses biens les plus précieux. Des haches polies, techniquement non fonctionnelles, des anneaux de verre et des perles. Cette hache-là vient d'Ormou et elle appartient à mon lignage. Je n'ai pas le droit de la donner ou de l'échanger car elle marque mon statut social. Cette hache provient également des carrières d'Ormou, mais celle-là, je peux la donner pour payer le prix du sang, ou bien comme compensation pour une épouse, ou encore pour me procurer un porc. Pendant le néolithique en Europe occidentale, la distinction est également marquée entre des haches-outils d'usage quotidien et certaines grandes haches socialement valorisées. Une gaine de hache. Avec sa lame. Magnifique gaine sur base d'andouiller. C'est une herminette tout à fait caractéristique. Section des plates, tranche en courbe. Enfoncée dans une gaine qui a été conçue pour des haches et pas pour des lames d'herminette. Elle a été abandonnée parce que la gaine a fissuré sous la violence des chocs. Alors, dans la vitrine ont été regroupés un certain nombre de haches qui représentent un échantillon vraiment représentatif de ces très beaux objets, trouvés pour beaucoup en armorique, mais pas seulement en armorique. Donc, vous avez ici un certain nombre de haches
plates en jadéite et en néphrite qui ont été trouvées, disons, dans la région d'Arzon, dans le Morbihan. Alors, par exemple, cette hache, elle est remarquable du fait de son extrême minceur et de sa parfaite régularité. Le fil des bords est parfaitement droit, le taillant également, et puis le poli est superbe. C'est un travail de spécialiste. Voilà, on peut presque se mirer dedans. Autre hache, là, dont le poli est encore plus extraordinaire. La poussière ne reste même pas sur l'objet. Qui signale aussi la diversité de ces matériaux sélectionnés pour la production de ces objets de luxe. Là encore une pièce exceptionnelle par sa longueur, pratiquement neuve. Le tranchant est très peu ébréché, il est beaucoup plus arrondi. La circulation de ces haches magnifiques caractérise tout le 5e millénaire en Europe occidentale, comme certains anneaux-disques qui leur sont parfois associés. Quelle était la fonction de ces haches hautement prisées à l'époque ? D'où venaient-elles ? Pourquoi ont-elles circulé à travers l'Europe sur des distances considérables ? Depuis les Alpes, elles ont atteint l'océan vers le nord-ouest, soit près de 1700 km à vol d'oiseau jusqu'en Écosse et en Irlande. 800 km vers le sud-est, jusqu'à l'extrémité de la péninsule italienne. 1600 km en direction de l'est, jusqu'à la mer Noire et probablement jusqu'en Asie mineure. La circulation des grandes haches a ainsi atteint 3300 km au moins, une diffusion inégalée dans le domaine des échanges à cette époque. Sous le nom de jade, on regroupe différentes roches précieuses, la jadéitite, la néphrite, l'omphacitite ou même certaines éclogites à grains très fins. Ces roches rares, translucides, accrochent la lumière du soleil. Elles sont remarquablement denses et d'une extraordinaire résistance. En Chine, en Amérique centrale et au Japon, l'utilisation du jade était réservée aux élites, parfois même exclusivement aux empereurs, aux rois prêtres et aux dieux. Le jade ne s'altère pas, et c'est pourquoi il symbolise l'immortalité. Des haches néolithiques en jade ont été découvertes en nombre dans les tumulus géants du 5e millénaire autour du golfe du Morbihan en Bretagne. C'est le cas du tumulus Saint-Michel à Carnac. Il a été fouillé dès 1862 par Gustave Clos-Madoc et recelait, dans un caveau central fermé, 37 haches polies, dont 12 en jade. Ce qu'il y a d'étonnant avec les premières fouilles professionnelles, peut-on dire, dans le Morbihan, dans les années 1860, c'est qu'elles découvrent des haches et qu'elles se fixent un peu sur les haches, et qu'on pourrait croire a posteriori que cette fixation sur la hache est un peu consécutive à le fait de dénommer cette nouvelle période néolithique, la nouvelle pierre. Mais plus d'un siècle après, 150 ans après, on se rend compte que cette hache est bien choisie pour désigner et dénommer cette période qui débute avec la fin des dernières sociétés de chasseurs-cueilleurs. Donc ça, c'est des modèles alpins qui viennent directement des carrières. Les surfaces de polissage sont complètement inégales. Les traces de bouchardage, voire même d'exploitation, sont encore visibles. Et quand on voit le profil de la lame,
Il est très nettement courbe. Voilà une matière, donc probablement une amphacitite du Viso de bien meilleure qualité et qui a été intégralement repolie avec son arête centrale. Et les rectilignes, elle a été dégrossie, amincie. Ça, c'est une pièce tout à fait exceptionnelle. Les jades ont d'abord été étudiés par Augustin Alexis d'Amour, ancien sous-secrétaire au ministère des Affaires étrangères, qui quitte son poste à l'âge de 46 ans pour se consacrer à la minéralogie. En 1865, d'Amour analyse et définit le minéral jadéite à partir de haches néolithiques découvertes en France. Après avoir d'abord pensé à une origine extrême-orientale, d'Amour pointe les Alpes et le mont Viso dès 1881 avec cette phrase prophétique « On peut induire que la jadéite se trouve dans la région alpestre du mont Viso. J'appelle l'attention des géologues et des minéralogistes qui pourraient visiter le mont Viso et y rechercher la jadéite. » Aucune vérification immédiate n'a été faite de cette hypothèse, qui est tombée dans l'oubli. La balle passe alors dans le camp des minéralogistes allemands. Léopold Fischer de Freiburg en 1878, puis Adolf Bernhard Meyer de Dresde en 1882, les premiers à travailler au microscope. Ils reconnaissent des roches de la famille des jadéitites et des éclogites, correspondant à des ambiances métamorphiques dans des zones de subduction à haute pression et basse température, sans toutefois pouvoir localiser les gîtes de matières premières. C'est Secondo Franchi, entre 1900 et 1904, qui pour la deuxième fois va pointer le mont Viso comme origine des haches en jades alpins. Ce géologue italien identifie des gîtes d'éclogites et de jadéitites entre le col Lucca et le col d'Armoine, en passant par le Boulet, Alpetto et Pian del Re. Franchi étudie ensuite des séries d'ébauches de haches trouvées par Giovanni Battista Traverso dans les exploitations d'argile d'Alba, entre le massif du Viso et le mont Beigua. Franchi reconnaît alors que le mont Viso, à 70 km à l'ouest d'Alba, pourrait bien constituer l'une des deux origines de ces haches. Franchi identifie également des roches de la région du mont Beigua, à 50 km vers le sud-est en direction de Gênes, où les éclogites et les jadéitites seraient présentes dans les alluvions et dans les conglomérats. Franchi et Traverso, en 1909, supposaient donc que les néolithiques d'Alba allaient chercher des préformes et des ébauches dans ces deux massifs lors d'expéditions de longue durée. De 1914 à 1960, les conséquences des deux guerres mondiales provoquent un véritable creux de la vague des recherches archéologiques. Le contact direct entre les chercheurs, le terrain et les publications est momentanément rompu. Et quand la recherche archéologique reprend, les préhistoriens se désintéressent des belles haches en roches alpines, tandis que les géologues et les pétrographes commencent à se passionner pour la détermination des jades utilisés au néolithique. Avec des méthodes d'analyse de plus en plus sophistiquées, l'identification pétrographique des haches polies va alors devenir une véritable spécialité. Alors c'est une éclogite, donc c'est pareil, la lame est un peu épaisse, hein. Donc elle est composée de petits grenats. Dans une matrice de minéraux verts, vert pâle en LNA, qui sont donc probablement des pyrox, hein, et de minéraux opaques. Ah, pardon. Mais faute d'observations archéologiques sur les haches elles-mêmes, et par manque de prospection sérieuse dans l'arc alpin, les interprétations des géologues tournent toutes autour de la même idée.
Les haches néolithiques ont été fabriquées sur des galets, disait l'un de ces géologues en 1996. L'exploitation des matériaux lithiques pourrait avoir privilégié les galets alluviaux et les conglomérats secondaires plutôt que les gîtes primaires dans les montagnes de haut relief, pensait un autre chercheur en 1995. Ainsi, la production des lames de hache en Piémont n'aurait demandé que des savoir-faire limités, à la portée de tous, et un faible investissement en temps de travail, pour des échanges de proche en proche, où le nombre des haches irait décroissant avec la distance. Ouf, voilà, fissure, qui était déjà visible dans la morphologie de la surface, et au bruit, là on a entendu que voilà, elle va s'ouvrir progressivement. C'est fini pour cette ébauche. Terminé, on la jette. Parallèlement à ces recherches minéralogiques pointues, deux nouvelles hypothèses voient le jour dans les années 1990, l'une en Bretagne, l'autre en Nouvelle-Guinée. L'hypothèse de Serge Cassène à propos de la région du golfe du Morbihan repose entièrement sur des observations archéologiques, en particulier à partir des grandes stèles gravées datées du milieu du 5e millénaire, comme ici en position de réutilisation dans le monument mégalithique de Gavrinis. Nous sommes 3 orthostates avant l'entrée de la chambre, et ici sur cette dalle qui commence avec des motifs classiques, les motifs concentriques, on descend petit à petit sur tout un panneau de grandes haches qui ont été souvent représentées par paires, comme ici. Voilà. Ou bien isolées, comme ici. Mais toujours avec la même morphologie, ce talon pointu, et un évasement, ici au niveau de la partie du tranchant. Et ces panneaux ces paires de haches couvrent l'ensemble du panneau. Donc là, déjà, Charles Tanguy-Leroux avait pensé que ces couples vraiment très, très serrés, séparés par le tracé médian, pouvaient renvoyer à un procédé de fabrication peut-être de la hache. Donc à partir de ce motif principal, on voit que les lignes concentriques s'organisent, partent presque à l'infini comme des ondes concentriques. Mais l'on voit aussi sur la partie gauche maintenant, si on se déplace un peu, que cette paire de haches partage la composition avec le fameux motif en U que je vais dessiner ici avec le doigt, qui part comme ça, qui descend, qui remonte et qui revient comme ça. Voilà, on n'est pas facile à deviner parce qu'il se confond bien entendu avec le développement des traits concentriques, mais si mon hypothèse est la bonne, nous avons ici une représentation d'un oiseau à côté de cette représentation des deux haches. Ainsi, dans le golfe du Morbihan, on observe l'émergence d'un système de pensée religieuse très original, sinon unique, dont l'expression archéologique regroupe des tumulus géants, des architectures de stèles et des signes gravés ou sculptés. Les haches en jade se trouvent ainsi en bonne place parmi les signes du pouvoir et la mythologie, au moment où elles affluent en grand nombre dans cette région d'Europe. La deuxième hypothèse de travail, qui voit le jour en 1993, s'appuie sur l'observation de l'insertion sociale des haches en Nouvelle-Guinée. Là-bas, on utilise parfois des galets pour mettre en forme de petites haches, mais ces outils de faible valeur ne sont pas échangés à longue distance. Au contraire, les lames polies en roche rare, tirées de carrières souvent secrètes et accompagnées de mythes puissants, ont une valeur sociale considérable. Ces haches précieuses, ainsi que les anneaux de verre, pouvaient être échangés sur des centaines de kilomètres à travers des groupes linguistiques différents parce que ce sont des objets sacrés, tirés des os et du sang des êtres primordiaux. Qui plus est, ces haches et ces anneaux polis magnifiques participaient à l'affichage du statut des grands hommes et fondaient la puissance de certains rites religieux.
En 1995, Cassen et Pétrequin choisissent d'associer leur savoir-faire pour tester ces hypothèses novatrices parce qu'elles concernent des fonctionnements sociaux de haut niveau, liés à des croyances religieuses communes à une grande partie de l'Europe. Le travail a nécessité un inventaire systématique des haches en jade. Au total, en 13 années, près de 3000 haches ont été étudiées grâce aux collaborations établies dans toute l'Europe et à un programme de recherche du CNRS et de l'Agence nationale de la recherche. À l'équipe de départ se sont joints progressivement 11 collaborateurs constituant le groupe JADE, géologues, préhistoriens, ethno-archéologues et expérimentateurs. Au-delà des approches typologiques et minéralogiques, il fallait reprendre la question de l'origine et des normes d'exploitation des jades alpins ou néolithiques, en d'autres termes, essayer de trouver des exploitations en altitude. À partir de 1995, les Pétrequins ont consacré leur temps libre à la prospection et à l'échantillonnage systématique des lits des torrents, des moraines et des reliefs alpins, entre 1500 et 3000 mètres d'altitude, depuis Aoste jusqu'à Gênes. On peut estimer qu'il aura fallu plus de 6 mois de terrain avant de trouver le premier échantillon de jadéite massive, en mai 2003, puis les exploitations néolithiques du Mont Viso. Pendant que certains prenaient plaisir à courir les pentes à la recherche de la pierre de lune, Michel Herrera mettait au point une méthode d'analyse rapide, peu coûteuse et totalement non destructive pour comparer les roches des haches néolithiques et les échantillons naturels prélevés dans les Alpes italiennes. C'est parti. Voilà, alors c'est un appareil qui s'appelle un spectro-radiomètre. Spectro parce qu'on mesure un spectre, radio parce que cette mesure se fait à distance. La distance est à environ 30 cm dans le montage ici, mais ça peut être plusieurs années-lumière si on place un spectro-radiomètre dans un télescope ou quelque chose dans ce genre-là. Et mètre parce que c'est une mesure que l'on fait, ce n'est pas une estimation. Alors, ce que l'on fait, le spectre, on va mesurer le rapport entre la lumière qui est réfléchie par une surface blanche, ici en l'occurrence c'est du spectranon, c'est une surface qui est blanche sur toute l'étendue du spectre, et on va comparer cette lumière qui est réfléchie par cette surface blanche à celle qui est réfléchie par un objet, ici une lame de hache. Alors, ce que l'on mesure, c'est ce qu'on appelle un facteur de réflectance, la réflectance étant bien sûr le rapport entre les deux mesures pour chaque longueur d'onde. Mais c'est un spectre assez plat qui remonte légèrement ses caractéristiques, ça des éclogites normalement. C'est le pyroxène qui donne. Donc il y a des chances que ce qu'on a vu en surface soit bien des grenats. Et ce qu'on a vu en surface, c'est probablement des grenats, oui, tout à fait. Avec des cristaux blancs de lawsonite, probablement, quelque chose de pareil. Puis on voit bien la structure très étirée de la roche. Et des cristaux blancs. Par contre, peut-être qu'en la bougeant un peu, mais en voyant dehors, voilà, je crois que on a des taches un peu plus rouges là haut. Oui, non seulement des taches, mais on voit bien le contour. Qui risque d'être des grenades. Là, on en voit qu'ils apparaissent un peu en creux sur la surface polie. Voilà. Le cadre de la recherche était alors en place pour tester les premières hypothèses. Qu'en est-il de l'exploitation de galets mis en forme par les torrents, comme le supposaient certains? À Rivanazzano, au nord-ouest du massif du Beigua, un millier d'ébauches et de haches polies
auraient été réalisées, dit-on, sur des galets aplatis. Donc ça, c'est une ébauche de Rivanazzano aussi. Caractéristique, la matière première, une jadéite vert moyen, grenu, saccharoïde. Donc c'est plutôt Pantinvrea. Elle a été travaillée par taille et avant le bouchardage. Et on voit bien que les types d'enlèvement, les valeurs angulaires, c'est pas une taille qui a été faite dans la main avec des éclats qui devraient partir dans ce sens-là, à 30, 40 ou 50 degrés, mais au contraire des éclats qui sont parallèles aux surfaces définitives de l'ébauche. Il y a un très bel exemple ici. On voit que de nombreux coups ont été donnés aussi dans le même sens. Ici, c'est-à-dire vraiment perpendiculaire, dans le sens de la pièce. Et c'est une structure de roche qui est impulitée. Ça, c'est typique de la taille à l'enclume. Il apparaît au contraire que la plupart des ébauches de Rivanazzano ont été faites non pas sur des galets, mais sur des blocs sélectionnés en amont des torrents, à 30 ou 40 km de là. On a bien produit des haches courtes à partir des dépôts secondaires, mais qui pour la plupart étaient réservées à l'abattage du bois, comme à Samardenkia, à la fin du 6e millénaire avant Jésus-Christ. Les objets les plus caractéristiques de ce néolithique ancien, très influencé par les Balkans et la vallée du Danube, sont des petits ciseaux, qui en fait devaient être emmanchés comme des haches, des toutes petites herminettes, toute une série d'herminettes, celle-là étant jadéite probablement, de forme assez trapue, à tranchant très curviligne. Les premières haches de type Bégude, celle-là est tout à fait caractéristique, bien qu'elle soit cassée aux deux extrémités, et on reconnaît le piquetage annulaire qui permettait de les fixer sur le manche de l'herminette. Ces haches en jadéite, qui correspondent à un matériau et probablement une carrière que nous ne connaissons pas encore. Mais cependant, beaucoup plus haut dans le massif du Beigua, en tête des torrents Lenne, Orba et Erro en particulier, il existe de véritables blocs de jadéitite. C'est tellement dur et la couleur vert foncé est extraordinaire. Donc je vais en prélever simplement un fragment pour faire de la spectro et une lame mince pour le mettre à notre référentiel. C'est un bloc qui fait quand même 60 cm de long sur 40. Plus en amont encore, apparaissent d'énormes blocs pesant plusieurs tonnes. Ça se voit parce que même sous le doigt, on ne sent pas cette espèce de contact de grumeaux de quartzite. Et puis elle passe progressivement où elle est intermariée avec des glaucophanes. Ah, et la hache de Bulgarie, elle est longue à peu près comme ça, le tranchant est bleu, et le reste est vert clair. Quand j'ai vu la hache, j'ai dit je sais, elle vient de la vallée de l'Hérault. Mais Marco, queste sono... Les conditions d'exploitation étaient ici beaucoup plus favorables que dans les dépôts fluviatiles pour obtenir de longues haches en jade aux polices superbes. Il fallait bien s'en convaincre, pour trouver les meilleurs jades, les néolithiques avaient exploré pas à pas l'ensemble du massif alpin. C'est ce que nous avons cherché à faire pour découvrir des gîtes primaires où des blocs de jadéitite ou d'éclogite seraient encore en place. Les années ont passé à courir les alpages vallée par vallée, jusqu'à ce début de juin 2003 sur les contreforts méridionaux du mont Viso. J'en ai jamais tant vu. Voilà. Tu vois là au fond, tout ça c'est lui. Là je suis couché sur les éclats de taille. C'est une qu'on va explorer demain. Alors je sais pas ce qu'il y a comme matériel. S'il y a des ébauches, mais pour l'instant je ne vois rien tellement il y a de choses. Tout est un peu gris, recouvert de poussière.
Mais tout ça, écoutez au bruit, c'est uniquement des milliers, des centaines de milliers d'éclats de taille de jadéite. Pour l'instant, il ne s'agit pas de ramasser quoi que ce soit, mais de prendre son temps et d'essayer de comprendre. On avait maintenant la preuve que les néolithiques avaient exploité des gîtes primaires de jades alpins entre 1800 et 2400 mètres d'altitude, très loin des villages permanents en vallée et des terres à céréales. Une partie des modèles de Nouvelle-Guinée se trouvait également validée avec ces exploitations saisonnières en altitude pour les productions et les transferts à longue distance. Très vite, d'autres exploitations néolithiques ont été repérées, principalement au sud-est du mont Viso, puis en 2008 vers le col Baran au nord. Les semaines ont passé avec des allers-retours quotidiens pour identifier les aires d'exploitation. Dans le cirque des lacs Boulets, les gisements primaires sont identifiables au fond des vallons sous la forme de blocs massifs d'éclogites, d'omphacitites et de jadéitites dissimulés par les éboulis. De véritables fronts de carrière ont été ouverts dans les versants pour atteindre et dégager ces blocs de matières précieuses. En chemin, à peu près partout, les éclats ou là, c'est petits blocs qui a été testé. On voit les traces des enlèvements successifs, dépassent de la pelouse calcaire juste à côté. Et ça n'est pas une exception, c'est par dizaines qu'on les compte. Un magnifique percuteur. La forme sphérique, et on voit les traces d'impact sur toutes les arêtes. Au pied de la Punta Rasciasa, les derniers blocs de belles jadéitites vert pâle laiteuses peuvent encore se rencontrer jusqu'à 2400 mètres d'altitude, en limite supérieure des alpages. Au total, nos prospections au Beigua et au Viso ont fourni près de 2500 échantillons, dont beaucoup d'éclats de taille néolithique. On peut maintenant comparer par spectroradiométrie et à l'œil nu les échantillons naturels de jades alpins et les grands de hache qui ont circulé à travers toute l'Europe occidentale. Baie du Petit Rohu à Saint-Pierre-Quiberon, 2 août 2007. Yeah. Hold on to them, bring your other hand down. Oh! Very carefully. I can't believe. I can't believe it either. Be very gentle with them. Oh, no. So, hold on, Luke. So, they must have been... Yes, they must have been like this. Yes. Side by side. Very strange. 2 paires de grands de hache en jade étaient plantées verticalement dans le sol, tranchant vers le haut. En travaillant uniquement à l'œil nu pour essayer de trouver ou de proposer une hypothèse d'origine de ces haches, la comparaison semble pour l'instant convaincante, mais devrait être vérifiée par les analyses, entre 3 des haches qui proviennent probablement du même bloc et un bloc de jadéite trouvé à Revello, dans la vallée du Pô, donc en contrebas des grandes carrières du Viso. On retrouve les mêmes subtilités dans les nuances de vert et une jadéite légèrement saccharoïde, extrêmement fine. Voilà une très belle jadéitite du Viso. D'après nos analyses, les exploitations néolithiques du mont Viso
ont certainement fourni près des 2/3 des haches alpines connues en Europe, le massif du mont Beigua s'inscrivant en 2e position. Le mont Viso, tour à tour dégagé le matin ou noyé dans les nuages, devait être considéré comme la montagne sacrée par excellence, d'où l'on tirait ces lames de jade magnifiques, si prisées dans les rituels religieux et destinées à être repolies sans cesse. Les ébauches de haches polies en cours de route gagnent le bassin parisien dès 4700 avant Jésus-Christ. Mais c'est une belle pièce. Et comme sur beaucoup de ces belles pièces, un prélèvement qui a été fait pour une étude géologique dont on n'a pas le résultat, ou en tout cas pas la lame mince, prélèvement destructeur, une carotte en plein centre de la pièce. Autour du golfe du Morbihan, les dépôts de magnifiques haches se multiplient dès les environs de 4600-4500 avant Jésus-Christ. Depuis le bassin parisien, les haches circulent en direction de l'Allemagne dès 4200 avant Jésus-Christ. My name is Lutz Classen. I'm an archaeologist from Aarhus in Denmark, working at the museum there. And I have been working together with Petrus on the question of the distribution of large axes of alpine rocks for some years now. And this year I have collected some very large and very nice axes from German museums and brought them here to Le Franois for spectral analysis. And we had some nice surprises. For example, this axe, which we didn't know in advance that it existed, and it showed out to be the very largest jadeite axe head known until now. Other axes we did know exist are these beautiful, very, very large axes from the Rhine Valley, where there are several of the very largest and nicest axes. Yes. What shall I tell more? This is my personal favorite. Very important. And why? What? Why? Why? I like this tear-shaped form, just in question of aesthetics. Là, il s'agit des 5 haches du dépôt de Gunzenheim, qui est conservé au musée de Mayence. Les analyses semblent montrer pour l'instant que ces grandes haches, dont quelques-unes sont surpolies, avec un effet miroir tout à fait remarquable, proviennent de la carrière de Porco et de celle de Raciassa, c'est-à-dire sur le versant méridional du Viso. Quant à la Grande-Bretagne, à l'Écosse et à l'Irlande, les importations de haches alpines se généralisent à la fin du 5e millénaire et au début du 4e. Une classique en jadéite très étirée, Glenluce, une jadéite peut-être avec quelques grenats. Il est caractéristique, elle est étirée avec de point en point des mica blancs. On est vers l'extérieur d'un grand boudin de jadéite. On a d'ailleurs la même hache, celle de Glenluce, dans sa première forme publiée. Donc c'est la AF57, Glenluce, roche verte sans précision, des dimensions en inch, plate sur un côté, on donne l'épaisseur. Elle avait déjà été publiée et signalée en 1871.
Okay, well this is one of the axe heads that I've brought from the National Museums of Scotland in Edinburgh, and it's one of the finest examples with a very high polish, a mirror-like polish. We were able to bring 22 axe heads over with us. Avec ces grandes haches en jade, dont beaucoup ont été découvertes isolément, plantées dans le sol tranchant vers le ciel, c'est l'idée religieuse de l'eau et des montagnes qui se fait jour. Pour la prospection du massif du Viso, les distances à pied commencent à devenir trop importantes pour redescendre en vallée tous les soirs. Puisque les néolithiques bivouaquaient en montagne, nous ferons de même à partir d'août 2006. L'abri A du Cercle des Blocs est un site extraordinaire pour avoir un bon aperçu des déchets de débitage et de l'importance de la production au Mont Viso. Voilà, à utiliser un percuteur. Des éclats larges. Ah oui. Après quelques secondes, on peut récupérer en surface une série d'éclats qui sont extrêmement nets, avec les talons, les faces inférieures. Ce sont des objets vraiment faciles à identifier. Ce que l'on remarque également, ce sont des pièces recyclées en percuteur, où l'on voit encore distinctement les plages d'usure, c'est-à-dire les zones qui ont été servies dans l'action du débitage. Des fragments d'ébauche, un fragment de talon. On voit qu'il devait être une pièce longue, très régulière, à section trapézoïdale, avec le talon qui a été taillé, mis en forme bouchardée. D'autres pièces moins belles, comme cette pièce-là, une ébauche à section ovalaire et talon pointu. Ce sont des types qu'on connaît dans toute l'Italie, mais aussi dans une partie de l'Europe, et qui nous font penser que nous sommes là en plein cœur d'un système de production important. Ici, il y a aussi peut-être de la jadéite. Qu'est-ce que tu penses, Pierre? Peut-être. Ça, ce sont deux éclats. Il faut les regarder par transparence, mais ça me semble être ou de l'omphacitite pure ou de la jadéite, peut-être venant de la carrière, que nous verrons demain. Et cette ébauche de hache, qui est une des plus belles, c'est un tranchant simplement, section quadrangulaire, très caractéristique, et avec un tranchant qui est court. C'est le type puits qu'on a défini comme venant d'Italie et ayant été trouvé à peu près partout en Europe. Il n'y a probablement pas de doute, nous sommes au cœur du système de production alpin, probablement le secteur d'où sont originaires les milliers de haches qui ont été trouvées jusqu'à 1800 km d'ici, sur les franges océaniques maritimes de l'Europe. Voilà. Où est-ce que je me trompe? En fait, j'attendrais bien que le soleil chauffe la ressource. C'est une roche très dure. Comment on peut l'exploiter, une roche comme ça? C'est vrai que la cohésion de la roche est tellement forte que les méthodes classiques de débitage connues en préhistoire par percussion doivent être extrêmement peu productives ou rentables, et donc il faut imaginer que les néolithiques aient eu recours à d'autres techniques, comme on en connaît par exemple en Nouvelle-Guinée, c'est-à-dire entre autres l'emploi systématique du feu pour faire éclater la roche en maintenant des feux intenses au pied des affleurements ou des blocs. Utilisation du choc thermique. C'est certainement la méthode la plus utilisée à travers le monde pour exploiter la jadéite, les omphacitites, les éclogites, au
percuteur, on n'arrive pas à rentrer. On voit les fissures là dans le bloc qui commencent à s'ouvrir, là. Les fissures est partout, regarde. Tu vois les fissures? Regarde là. Ici, là, 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 là. Bengale, hein, t'as vu? Ouais, dans ces rebelles, par contre, je vais pas empoigner. Ça va partir. Voilà. Faire des belles ébauches. Je les lâche parce que c'est encore gentiment chaud. Regarde là, la fissure extérieure de choc thermique. Et ça se détache normalement selon cette fissure là. Voilà. De quoi faire une grande hache. Ce sont des Maxence ou des Pierre. Je te le dis. Maxence. Les chaussettes, 4. 4. Encore plus froid. C'est effectivement une carrière donc néolithique. On peut être étonné de s'arrêter sur un emplacement comme celui-ci. Et ce que l'on peut remarquer, c'est qu'on a affaire à une zone déprimée, légèrement humide, même très humide, et qui est couverte de blocs. Ces blocs sont à peu près tous le résultat soit d'une fissuration naturelle, soit d'un débitage. Et donc ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on a un bloc entier qui a été exploité au cours du néolithique et dont il ne reste presque rien. J'allais dire le fond, le culot du bloc et des débris qui ont été abandonnés en raison de leur mauvaise qualité. Des pièces en passant sur un quart de mètre carré, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pièces typologiquement intéressantes, uniquement sur cette petite surface, alors qu'on sait qu'il y a probablement 60 à 80 cm d'épaisseur des catanes. Où est-ce que j'ai vu qu'il y a une fissure qui est en train de se faire là?
Ecco, questo è quello che rimane di un blocco di giadeitite quando è stata sfruttata. Questa è una giadeitite molto molto fine. Ecco, questa sì, questa potrebbe essere, assomiglia perlomeno a quella, alla giadeite con la quale sono fatte le piccole asce delle arene candide in Liguria, fin dal Néolithique antico. Dans la grotte des Arénées Candidae, en Ligurie, la séquence chronologique du Néolithique ancien et moyen est particulièrement bien représentée entre 5500 et 4500 avant Jésus-Christ. Parmi les petites lames d'herminette trouvées dans les couches d'occupation des vases à bouche carrée, datés de la première moitié du 5e millénaire, beaucoup sont en jadéitite ou en ophracitite du Mont Viso. Et dans les Alpes de Haute-Provence et les gorges du Verdon, les gens du Cardial moyen, vers 5500 avant Jésus-Christ, ont également utilisé la jadéitite. Jean Courtin a fouillé de nombreux sites dans le canyon qui ont livré des remarquables séquences qui vont du néolithique ancien cardial jusqu'à des niveaux de l'âge du bronze. Dans ces niveaux de bergerie du cardial, les fouilles ont révélé plusieurs bracelets, plus souvent en calcaire, et ce magnifique bracelet en jadéite. On va retrouver ces anneaux en jadéitite et en serpentinite et les longues lames associées jusqu'au Morbihan, au bord de l'Atlantique. La roche a été déterminée comme serpentinite, trouvée à Languédic, en Morbihan, mais c'est une serpentine qui est tout à fait particulière et qui ressemble à une néphrite. Il suffit d'écouter le bruit que fait cette pièce qui sonne très clair pour montrer que c'est une roche très cohérente. Et je ne suis pas sûr que les néolithiques aient fait la différence entre cette superbe serpentinite et les néphrites qui ont un aspect visuel moiré comme ça, un peu nacré, extrêmement proche. Anneaux et longues haches de jade, longuement repolies, sont les fleurons des tombes carnacéennes un peu avant 4500 avant Jésus-Christ. En septembre 2007, plusieurs sondages d'extension limitée ont été réalisés par l'équipe Jade au pied du mont Viso, dans le vallonné Boulet. Une vingtaine de dates effectuées sur charbon de bois ont permis de situer l'épisode majeur d'exploitation des chats alpins entre 5200 et 4000 avant Jésus-Christ. Encore une belle ébauche, les deux côtés qui ont été dressés là. Bon, c'est rien par rapport au tas de... Voilà encore une ébauche, les deux côtés dressés, un tranchant. Ceci, qu'est-ce que c'est? C'est une ébauche, voilà. Belle ébauche bifaciale, le tranchant, les côtés et la cassée, une de plus. On a dépassé des 100, je pense, là. Je prendrai une des vôtres après. Aïe, ouah! Oh non, tu peux tout. Oh, wow. Belle ébauche. Voilà. Il manque un petit morceau du talon. Donc voilà ce qu'on sort dans cet abrissé du cercle des blocs. Alors des ébauches de hache, alors soit du tranchant, surtout du tranchant et des talons cassés. Certaines pièces qui sont complètes, mais en fait qui sont courtes. Celle-là doit faire 14 cm comme ça à vue de nez. Et il y a un grand enlèvement qui a pris sur l'épaisseur là. Et ça rend pratiquement la pièce difficile à polir, en tout cas ça la fragilise, et ils l'ont abandonné sur place. Donc ils fabriquent des choses qui font en moyenne plus de 15 cm, et ça peut aller, on le sait par les exportations, jusqu'à 46 cm de longueur. Et l'autre caractéristique, c'est après l'épisode de taille vient l'épisode de bouchardage, et on trouve dans cet abrissé des masses de bouchardes, et en particulier des pièces des sphéroïdes, qui sont en jadéite. Pourquoi la jadéite? Tout simplement, c'est le plus résistant. Et quand on voit une série comme ça, simplement posée dans la main, c'est très exactement ce qui est représenté
dans les séries provenant d'Alba, conservées à Rome au musée Pigorini, exactement les séries des néolithiques qui parcouraient 50 ou 60, 70 km à pied pour venir exploiter les carrières du Viso, du Boulet en particulier, et revenaient avec les outils pour travailler les roches et les ébauches prêtes à être piquetées et ensuite polies. Les exploitants, dès le néolithique ancien, et antérieurement à 5000 en tout cas, venaient d'Alba principalement. Et là, il faut imaginer des expéditions de longue durée. Le trajet depuis Alba, plus le retour, ça fait 2 jours, plus 2 jours de montée, 4 jours, 5 jours, ça fait entre 8 jours et 10 jours de marche, aller-retour, plus le séjour ici, plus le temps qu'il fallait pour alléger les ébauches. Pour économiser une matière première qui commence à se raréfier et pour produire des haches de plus en plus longues, la technique de sciage au bois et au quartz pilé fait son apparition aux environs de 4500 avant Jésus-Christ. On l'a assis en place. C'est donc pendant la deuxième moitié du 5e millénaire que sont produites les plus longues haches en jadéitite, en cumulant l'extraction par le feu et le sciage laborieux des blocs bruts redescendus en vallée. Pour ces grandes haches sciées et polies, c'est certainement en centaines d'heures qu'il faut évaluer le temps de fabrication. Voilà la plus grande hache en jadéite d'Europe qui vient de Greitelde. Et qui mesure 44 cm de longueur. Inutile de rappeler qu'il est impossible de faire des haches de ce genre simplement en exploitant des galets dans une rivière. Il n'est alors pas surprenant que les jades alpins aient acquis un caractère sacré, car ils ont été tirés par le feu de carrières probablement secrètes, dans la montagne des dieux, à l'occasion de longues expéditions où des privilégiés et des initiés pouvaient développer à la fois leur savoir-faire technique et leur connaissance des rituels. Qui plus est, de retour au village, l'investissement dans le sciage, de bouchardage et de polissage a certainement participé à l'immense valeur sociale des grandes haches, et particulièrement celle en jadéitite translucide. Mais à quoi pouvaient bien servir ces haches extraordinaires en jades alpins qui ont été détournées de leur fonction technique, l'abattage du bois? Un peu partout en Europe, on les trouve isolément, enterrés ou dressés, hors des villages, hors des sépultures. Et c'est pourquoi les préhistoriens s'en sont longtemps désintéressés. Les grands monuments du golfe du Morbihan permettent d'avoir une idée plus précise du contexte social où les haches en jade sont mises en scène. Cette stèle a déjà été utilisée pour reconnaître un certain nombre de traits récurrents entre différentes figurations dans la région. En effet, on a une superposition entre 2 niveaux, ici à la base de cette stèle, séparés par un trait horizontal, ici, qui court de part et d'autre de la pierre, et qui supporte un premier signe, dit en forme de crosse, ici, qui est centré sur la surface de la pierre. Et dans le registre inférieur, on distingue une
2 et 3 haches, ici, de tranchant en l'air, vertical, qui s'inscrivent qui inscrivent trois motifs serpentiformes, ici, également traités de manière verticale, avec un épaississement des extrémités qui montre bien que nous sommes ici dans le registre animalier. Donc là, nous sommes exactement vis-à-vis de la stèle contenant les serpents. Celle-ci est vraiment caractéristique de la hache dite carnacéenne. On a la représentation de deux lames ici en symétrie alterne, hein, une grande ici et une plus petite à son côté, et qui présente la singularité de deux perforations vers le talon, hein, un trait que l'on retrouve bien entendu sur un ensemble de dépôts ici dans la région. Ces haches figurent en bonne place sur les stèles du Morbihan, parmi d'autres signes mythologiques, la crosse, le cachalot, les oiseaux, les bateaux. On a également figuré ces signes sacrés sur les plus grands monolithes connus en Europe, comme le Grand Menhir à Lokmariaker, un géant couché en granit de 20 mètres de hauteur et 300 tonnes au moins, où la grande stèle brisée est réutilisée comme couverture des monuments de Gavrinis et de la Table des Marchands, qui atteignait probablement 14 mètres de hauteur. Les jades alpins font également partie du viatique funéraire des quelques privilégiés inhumés sous les tumulus géants du Morbihan. Celui de Saint-Michel, long de 125 mètres pour 10 mètres de hauteur et un volume de 30 000 mètres cubes. Celui de Tumiac, 50 mètres de diamètre et 15 mètres de haut, et d'autres encore. On voit bien la technique ici, avec un polissage par facettes successives qui donne cette arête médiane, et vraiment des bordures qui sont rectilignes, tirées à la règle, et voilà le stade final, la hache épaisse, la hache mince, et qui à ce moment-là est devenu complètement translucide, le soleil passe au travers. C'est une des 3 ou 4 très belles haches découvertes en Europe occidentale. Elle a été trouvée associée avec une autre pièce d'origine alpine, un magnifique anneau qui lui est en serpentinite. Ça, c'est un type puits, avec les côtés qui sont dressés, là, verticaux. Dans ces sépultures que l'on peut qualifier de princières, on trouve d'autres objets qui ont circulé sur des distances considérables, avant d'être placés dans le caveau central, des dizaines de haches plates en fibrolite qui proviennent d'Espagne. D'autres objets d'importation lointaine encore, des perles et des pendeloques en varicite, un minéral précieux tiré d'affleurements du nord-ouest de l'Espagne et du nord du Portugal. Il y a là, à n'en pas douter, l'expression du pouvoir, de la royauté et du religieux, où l'on manipule les objets sacrés réservés à quelques-uns. En prenant du recul, on pourrait maintenant opposer, pendant le 5e millénaire, une Europe occidentale avec le golfe du Morbihan, où les richesses tourneraient autour du jade alpin, et une Europe orientale, dont l'épicentre serait Varna, au bord de la mer Noire, avec les premiers objets en cuivre et en or comme richesse ultime. Mais la force de pénétration des jades alpins était telle que vers le milieu du 5e millénaire, les haches en jadéitite ont atteint la Bulgarie à l'est avec le dépôt d'Orlovitz, et le dépôt de Svoboda avec sa trentaine de haches, grandes et petites, dont plusieurs ont été frottées à l'or. Finalement, à 1600 km des Alpes, au bord de la mer Noire, des haches de jade sont associées aux sépultures royales les plus riches de la nécropole de Varna,
avec de très beaux objets en cuivre et en or. Là-bas, le jade alpin était prisé à l'égal de l'or. Ainsi, dans le contexte de l'Europe néolithique, des royautés fondées sur le divin se mettent en place pendant la première moitié du 5e millénaire. Le golfe du Morbihan représente le pôle cérémoniel le plus occidental, dans un contexte de tombes d'une extraordinaire richesse, de stèles monumentales, de blocs redressés et d'une architecture de pierre qui s'aligne face à la mer en barrant les interfluves. C'est donc dans cet esprit de pouvoir, de religion, d'inégalité sociale qu'il faut comprendre la manipulation et la mise en scène des haches alpines, ainsi que leur circulation à très longue distance. Et c'est dans cette ambiance de mythe puissant qu'il faut intégrer l'exploitation des jades alpins dans les massifs du mont Viso et du mont Beigua, en Italie du Nord.